Alors, je vais Très me bien. permettre, Donc, Monique Marinier de l'inspection de l'enseignement agricole, je vais me permettre de lancer l'intervention des collègues de Saint-Afrique, que je remercie. Je les avais sollicités pour qu'ils puissent témoigner. Donc, ils vont témoigner à plusieurs voix et je vais lancer à chaque fois les témoignages correspondants. Et dans un premier temps, on va commencer par vous, Madame Luquès. Vous êtes l'actuelle directrice d'exploitation de Le Plève-Pas de Saint-Afrique. Est-ce que vous pouvez nous présenter brièvement l'exploitation et puis aussi les formations qu'il y a dans votre établissement? oui. Donc, bonjour. Donc, sur l'image précédente, on voit l'exploitation un peu dans sa globalité et on voit en fait la proximité avec le lycée. Donc, le lycée qui est sur la butte. Et en fait, on voit l'exploitation qui est en bas, là, juste de l'autre côté de la route, avec tous les bâtiments très proches. Et donc, on est situé en Aveyron, à Saint-Afrique, dans le bassin de Roquefort. Et donc, l'exploitation, on a 4 ateliers de production avec un troupeau de brebis laitières. Voilà. Donc 580 brebis laitières de race Lacone, et donc on livre le lait pour l'AOP Roquefort principalement. On a un troupeau de brebis viande aussi, un troupeau de génisses au brac, donc une vingtaine de génisses à l'engraissement, et un atelier avec des chevaux, donc, qui est surtout utilisé pour la pédagogie. Donc on a 240 hectares au total, avec la moitié en bio. Et donc en fait, on est vraiment support pédagogique pour les élèves et les enseignants, et on a énormément de TP et d'élèves et de fréquentation par les élèves et les enseignants à la ferme, et grâce aussi à la proximité de l'exploitation et avec le lycée. Et donc, je laisserai Christine Buisson présenter les formations rapidement. Ouais, donc rapidement, donc on a les formations scolaires avec des formations de la 3e au BTS, PA ou M maintenant. Donc toutes les classes descendent de ANSTAV en bac pro sur l'exploitation. On a ensuite une formation en CFPPA, donc avec des licences et des CS qui sont aussi présents pour les TP, et une formation en CFA où les élèves, donc les apprentis aussi, descendent pour des TP. Donc en fait, c'est enfin, l'exploitation est très sollicitée pour les TP en ovin, en bovin et en équin. Vous pouvez passer peut-être les deux autres. Voilà, là c'était par apprentissage et ensuite donc en formation continue adulte. Voilà. Alors du coup, maintenant, c'est monsieur Hardy qui était le directeur d'exploitation à l'époque où vous avez eu un épisode de fièvre Q. Enfin, désormais, vous avez cessé vos fonctions. Madame Luquès vous a succédé il y a un an, je crois. Mais c'est vous qui pouvez nous relater la situation. Est-ce que vous pouvez nous présenter ce qui s'est passé et comment vous avez géré la situation? Voilà, donc oui, donc Alain Hardy, effectivement, moi j'étais en poste à cette époque-là, et donc je vais témoigner en fait de ce qui nous est arrivé. Donc les événements se sont passés en 2018. Alors c'est la diapo suivante. Donc, à l'origine de cette détection, on recherchait avec l'association vétérinaire l'AVEM qui nous suit ici, dont Olivier Patou est en ligne avec nous là, on recherchait les causes d'infertilité des agnelles lors de l'agnelage 2018. Donc, on n'était pas sur une problématique d'avortement anormal, je dirais. Il y en avait quelques-uns comme tous les ans, un fonds d'avortement assez léger, mais on avait un problème d'infertilité sur les agnelles. Les résultats n'étaient pas très bons et on cherchait un peu les causes. Donc, sur conseil vétérinaire, on avait l'habitude de stocker des écouvillons sur les animaux qui avortaient et donc on stockait aussi éventuellement des avortons et qu'on congelait pour éventuellement les conserver pour analyse ultérieure. C'est ce qu'on a fait. Diapo suivante. Donc, voilà, on relaie ici les différentes analyses qu'on a fait. Et effectivement, sur un échantillon en mélange de 5 brebis antonnaises avortées en 2017, sur l'année d'avant, et des mises bas récentes de 2018, on avait aussi envoyé des écouvillons. On a eu donc des résultats en PCR fièvre Q positif, puisqu'on avait demandé une analyse à ce niveau-là.
Sur 3 autres écouvillons, on avait des traces aussi, des PCR positives, mais inférieures aussi de quantification. Et puis, on avait aussi, sur des liquides stomacaux, détecté aussi de l'ADN. On avait fait des recherches en chlamydiose et toxo qui avaient été négatives. Et on a considéré, avec ce niveau très élevé de PCR sur les seins de brebis et les bisbas récentes, qu'il y avait une situation de crise assez importante. Et l'AVEM, là, Olivier, qui est avec nous, là, nous avait conseillé de réagir assez vivement en prenant la chose très au sérieux. Diapo. Donc là, j'ai remis un petit peu, j'avais stocké ça dans mon ordinateur, là, ce qui s'était passé, puisqu'on avait enregistré un petit peu les événements au jour le jour. Hein. Donc le 13 mars, on a eu ces fameux retours d'analyse avec confirmation. Donc le jour même, avec l'association vétérinaire, on fait un point précis sur la situation, les décisions à prendre, et j'informe tout de suite le proviseur de notre positivité. Et ensuite, donc, une salariée qui était aussi formatrice au CFPPA, donc, qui était enceinte. Donc, là, dans ce cas-là, tous ceux qui étaient salariés sur l'exploitation s'est transformé avec du travail du bureau et elle a arrêté tous les TP dans les bergeries et sur l'exploitation. Voilà, alors, le lendemain, moi, je fais une note complémentaire d'information personnelle en reprenant un peu problème que nous avions et la conduite à tenir. Toujours le lendemain, on décide de fermer l'exploitation lors des journées portes ouvertes qui avaient lieu la semaine suivante. Et le lendemain, le 15 mars, on informe tous les profs techniques de notre décision qui était de poursuivre les activités dans un cadre contraint, plus de visites libres, avec un encadrement obligatoire des groupes, avec des enseignants qui sont formés au problème. En fait, du coup, on a arrêté les permanences d'exploitation où les élèves étaient présents la journée, voire 2 jours, et on a maintenu les TP avec ouverture de la bergerie un maximum. Et voilà, après, on avait donné les consignes. Alors, c'était surtout lié aux vêtements et aux chaussures, de ne pas amener ces vêtements et ces chaussures chez eux sans les avoir lavés ou désinfectés. Et c'était aussi ne pas les amener sur les lieux de stage. Voilà, on prend aussi la décision ce même jour d'éviter de curer les bergeries suite aux éléments qu'on vient de voir dans l'exposé précédent pour éviter de multiplier les risques. Donc, on avait prévu de curer le lendemain, mais ça, on l'a reporté plusieurs jours plus tard. Ensuite, on a aussi eu des conséquences sur le fonctionnement de l'exploitation, puisqu'on a repoussé aussi un stage de formation qui devait avoir lieu avec des formateurs organisés par la MSA. Et puis, toujours, hein, on est toujours que 2 jours, 3 jours après les retours d'analyse, on achète donc une série de pays, de masques aux normes, etc., destinés aux apprenants et salariés. On informe et on met à disposition tout ce matériel. Le 16, j'informe aussi la laiterie de notre positivité. On aurait pu le faire plus tôt aussi, mais bon, on a été pris un peu par les événements. Et dès le 19 mars, donc là, c'était juste après le week-end, le 16, c'était vendredi, le 19, le lundi matin, classiquement, on a une réunion d'exploit avec les collègues techniques, l'organisation des TP de la semaine. Et donc là, on reprend toutes les consignes en réunion d'exploit avec les mesures sanitaires à mettre en œuvre. Là aussi, c'était au choix des enseignants de continuer à descendre les élèves ou pas. En fait, 100% des enseignants ont continué les TP et je pense qu'on a eu raison puisqu'on n'a eu aucune contamination. Bien sûr, sur le CFPPA, on a prévenu, mais bon, on verra un peu plus tard les consignes qui avaient été données aux élèves dans le cas où il y aurait eu des femmes enceintes dans le groupe du CFPPA. Voilà la dia. Donc là, ça reprend un petit peu les événements suivants. Le 18, donc là,
c'était le dimanche, la laiterie nous informe qu'elle ne veut plus nous collecter sur le lait cru. Donc, ça a des conséquences sur notre fonctionnement, etc. Je ne rentre pas dans les détails. Dès le 23, donc la semaine suivante, on s'arrange avec notre association vétérinaire pour obtenir très rapidement des vaccins, de façon à envisager une vaccination rapide. Même si on a affaire à une infection, on veut protéger les bêtes qui ne sont pas contaminées. Et puis, pour l'instant, on n'a que des échantillons sur quelques animaux, hein, et en plus des analyses en mélange. Donc, on considère quand même que la contamination n'est pas générale sur tout le troupeau. Hein. Le 29, on a un retour d'un second échantillon de confirmation de lait que nous avions envoyé avec une PCR négative. Ça confirme un peu ce qu'on a vu aussi dans le diaporama précédent, où effectivement notre lait s'est avéré négatif. Il n'y a pas eu de contamination du lait. Et toujours qu'il a été, par mesure de précaution, détourné du ramassage. Et puis, le 9 avril, on réalise des prises de sang sur les 7000, pardon, on n'a pas changé ça, c'est l'année de naissance des agnelles de 2017, donc pour pouvoir avoir un statut de la contamination de notre troupeau, en particulier sur les jeunes, qui sont avérées toutes négatives en fièvre Q au niveau sérologique. Le 13 avril, donc un mois plus tard, hein, la société nous reprend la tournée de lait cru. On fait le rappel le 13 avril aussi, et on est à nouveau, positif en fièvre Q sur des sérologies, mais comme on avait vacciné, c'est tout à fait normal. Voilà. La dernière chose, c'est qu'on a pris contact, grâce à l'appel aussi à notre association vétérinaire qui avait des contacts privilégiés, de mettre en place une visite ambulatoire de l'École nationale vétérinaire de Toulouse avec des étudiants vétérinaires et un enseignant spécialiste de cette maladie, dont l'objectif c'était de reprendre un peu les actions qu'on avait eues sur conseil de notre véto et de s'en servir pour le critiquer objectivement, de voir si on avait fait le nécessaire, et puis de former aussi les élèves vétérinaires à une situation de crise dans le cadre d'un établissement agricole. Diapo. Juste, j'ai remis 2-3 petits éléments là. Au niveau de cette zoonose, on n'a pas eu de cas identifiés, comme le disait Christine, pendant cette période, mais on a eu un salarié de l'exploitation qui a contracté la maladie peu après. En fait, c'est en recherchant, suite à une prise de sang, l'écho d'une fatigue excessive, qu'ils se sont aperçus que ce salarié avait des traces d'anticorps de fièvre Q, et on pense qu'il a été contaminé, peut-être, on n'est pas sûr, hein, par nos animaux. Quand même, un petit mot sur les conséquences financières. Hein, donc, on a été obligé de vacciner en urgence. C'est un vaccin qui est assez cher, hein, 2 doses sur tout le troupeau, puisque les animaux n'étaient pas vaccinés, donc il a fallu faire un rappel 3 semaines après, comme je l'ai dit, donc on a eu pour 4 600 €, et puis environ 500 € de labo, parce qu'on a envoyé beaucoup d'échantillons, hein, de contrôle, de lait, etc. Donc, on a eu une tentative de prise en compte par la Fédération des organismes de défense sanitaire de l'Aveyron qui n'a pas pu nous aider. Par contre, la région nous a aidés. On a mis en avant tout ce qu'on avait fait, justement. C'était d'où l'intérêt de noter un peu nos actions pour essayer de continuer à avoir une activité pédagogique, mais en prenant en compte les risques. Et donc, la région nous a aidés à financer ces mesures d'urgence. Et puis, l'ambulatoire de l'école vétérinaire a confirmé la stratégie adoptée, les consignes, la décision de vacciner les agnelles tous les ans. Alors, comme conséquence, cette décision de vacciner les agnelles tous les ans, ça masque effectivement une circulation épidémiologique, mais ça protège quand même le troupeau et ça permet d'éviter les contaminations. Voilà pour faire un résumé assez rapide de la situation. Donc Christine, là on voit les élèves en situation, hein, dans la bergerie.
donc, il y a même sur cette photo-là un peu de brouillard et sur le voyage, on voit que les éléments aérosols peuvent circuler. On est dans des situations effectivement où la contamination vis-à-vis d'une zoonose est à prendre en charge. Juste là, par rapport au TP qu'on a maintenu, donc il n'y avait pas eu encore le Covid, donc c'est vrai qu'on était moins sur le port de masque. C'est vrai qu'on a laissé le choix aux élèves, ils l'avaient à disposition. Bon, après, pour les agnelages, donc là, on les voit préparer les cases. Pour les agnelages, de toute façon, le port des gants, il est obligatoire, autant pour les fouilles que pour ramasser les placentas. Le ramassage des placentas, il est fait systématiquement, ou dans les cases ou dans les lots. Donc ça, je crois que, comme disait M. Gatteau, ça fait partie quand même des choses qui sont essentielles. Et ensuite, ouais, sur les TP, il n'y a rien eu de particulier. Et en fait, c'était déjà le mois de mars, après une période de stage. Puis très rapidement, ils ont eu le grand stage. Donc en fait, les élèves ont été peu en TP, ça a duré un mois en gros, la période de TP. Voilà, et on était sur un temps un peu plus clément où c'est vrai qu'on ouvrait la bergerie de façon importante. Voilà, et si on pouvait, on a un parc de tri extérieur et beaucoup de TP se sont faits à l'extérieur et plus dans la bergerie pour essayer là aussi de limiter. Mais en fait, tous les élèves connaissaient le problème. On a été transparent, mais ça, je pense que c'est essentiel d'être transparent avec les élèves et les étudiants pour éviter justement les mouvements de, je ne sais pas si on peut dire panique, mais en tout cas pour être sûr qu'on n'ait pas des retours négatifs et qu'ils ne se montent pas un petit peu la tête sur la maladie. Et donc, celle d'après, c'est le document, la diapo d'après, s'il vous plaît, voilà. C'est le document qu'ont reçu tous les élèves qui a été diffusé aux enseignants, aux formateurs, aux élèves, et on a discuté avec eux de la FIAQ, des risques et voilà, des conséquences que ça pouvait avoir sur un troupeau. Là aussi, c'est important d'être, voilà, de parler avec eux quand on a une crise comme ça. Alors, normalement, Monsieur Patou, votre vétérinaire sanitaire est avec nous. Je ne le vois pas, je ne le connais pas. C'est moi, oui. Bonjour. Alors, Monsieur Patou, donc vous êtes le vétérinaire sanitaire de l'exploitation, et c'est une exploitation qui est quand même très singulière, hein, parce que, enfin, nous, dans l'enseignement agricole, là, ce sont en particulier les exploitations dans lesquelles on travaille au quotidien, mais elle est singulière vu qu'elle reçoit beaucoup enfin, il y a beaucoup de monde qui y passe. Est-ce que vous auriez, par rapport à ce que les collègues ont échangé, des éléments complémentaires à ajouter et puis d'autres conseils à formuler, et pas au regard d'une exploitation classique, mais au regard d'une exploitation qui fait partie d'un établissement de l'enseignement agricole où il y a beaucoup de monde qui passe? Oui, bonjour à tous. Oui, je crois que l'essentiel a été dit entre l'intervention de M. Gatteau et de ce qu'a rappelé Alain. Après, je crois que la chose importante pour nous, c'était, compte tenu du contexte, de bien préciser que c'était une zoonose. Et nous, la préoccupation dès le départ, c'était effectivement qu'on n'ait pas de malades, notamment chez les jeunes et notamment chez les jeunes filles ou les jeunes femmes qui auraient pu être enceintes à ce moment-là. Et donc, de façon un peu synthétique ou complémentaire ou en conclusion, on a surtout axé notre prévention sur deux axes majeurs qui étaient en fait la gestion des effluents, comme a dit Alain tout à l'heure, de décaler le curage et surtout au moment des épandages, un peu plus tard dans la saison et à l'automne, de ne pas les épandre sur le siège même de l'exploitation ou sur les fermes qui étaient, mais sur d'autres sites qui étaient un peu plus éloignés, ou en tout cas de pouvoir les enfouir s'ils devaient être utilisés, notamment je pense à la parcelle de maïs qui était juste à côté. Ça, c'était le premier point. Et le deuxième point, c'est sur quoi on a insisté beaucoup, c'est effectivement de mettre en place rapidement la prévention médicale avec la vaccination par le vaccin, très rapidement sur les agnelles et sur les brebis. Et puis, un rappel sur tout le monde de l'année suivante et un maintien de la vaccination des agnelles
jusqu'en, j'ai vérifié là pour préparer, jusqu'en 2023, il me semble, enfin Alain ou San, vous me direz si je me trompe, mais en fait, on a continué à vacciner les agnelles jusqu'en 2023, c'est-à-dire, ça correspond exactement à ce qui a été dit tout à l'heure, pendant 5 ans, après l'épisode de 2017-2018. Et ensuite, en termes de zoonose, c'est ce qui a été dit par Christine tout à l'heure, c'est effectivement le fait de bien préciser que c'est vraiment une contamination par les aérosols et donc des précisions sur les manipulations et les interventions au niveau obstétrique et agnelage. Et surtout, bon, le port du masque n'avait pas été obligatoire à l'époque, mais a été fortement conseillé pour les gens. Et puis, la dernière chose qui avait été faite en lien avec l'école Veto et avec Shelcher de l'école Veto, c'était d'informer, ça vous l'avez bien dit, mais d'informer tout le monde pour qu'éventuellement certains salariés ou certains enseignants puissent exercer leur droit de retrait dans le cadre de cette maladie où au début, on ne savait pas trop où on allait. Hein. On a eu d'autres exemples sur d'autres lycées agricoles de départements voisins où effectivement, il y a eu aussi des cas humains. Du coup, l'idée, c'était vraiment de limiter cette contamination aux salariés et surtout aux jeunes, aux élèves. Ouais, pardon. Juste le droit de retrait, c'est vrai qu'un élève qui n'aurait pas voulu descendre en TP n'aurait pas été obligé de le faire. Je crois que là aussi, c'était clair. Et on n'a jamais très clair dès le début, oui. Ouais, et de retour de parents qui, pareil, on aurait pu avoir de retour de parents en nous disant je ne veux pas que mon enfant voilà, fasse les TP sur l'exploitation. C'est quelque chose qui ne s'est pas passé, mais je pense que le fait d'avoir été transparent dès le début, d'avoir expliqué clairement, on a limité l'impact sur les élèves et les parents. Tout à fait. Bon, bah, écoutez, merci à vous 4 de vos interventions. Et pour bien respecter le timing, on va s'arrêter là au niveau de votre intervention et les questions vont sans doute prendre le relais.